Anne-Isabelle a beaucoup travaillé sur cette question des échelles, a beaucoup travaillé sur la question de la région, au fond, toutes les formes alternatives à l'État-nation. Elle a commencé par travailler sur la Société des Nations dans le contexte des empires, de l'entre-deux-guerres. Elle a travaillé aussi sur la notion d'Eurafrique. Et elle travaille aujourd'hui sur une histoire globale des universités. Elle est aussi invitée aujourd'hui parce qu'elle a été plusieurs années, elle est encore, je crois que tu viens de quitter tes fonctions il y a quelques jours, rédactrice en chef, co-rédactrice en chef d'une des plus importantes revues d'histoire globale, avec le Journal of Global History dont nous avons parlé ce matin, Itinerario. Et donc merci encore Anne-Isabelle d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci Pierre. Et je vous remercie vivement pour cette invitation et pour votre indulgence aussi envers mon français. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu être parmi vous toute la journée. Veuillez donc m'excuser si je reprends des points qui ont été déjà abordés. Alors, comme Pierre vient de le dire, il m'a demandé de m'appuyer sur mon expérience en tant que rédactrice en chef d'Itinerario, revue consacrée aux interactions impériales et mondiales, qui s'inscrit dans l'approche de l'histoire globale. Mon éditorial d'adieu vient d'être publié et le fait de travailler dessus m'a donné l'occasion de réfléchir à la manière dont le domaine de l'histoire globale a été abordé dans la revue. Il s'avère que cela correspond au thème de la conférence, en particulier si l'on considère la question des échelles. Je pense qu'il est important de commencer par reconnaître aussi quelques différences. Itinerario est une revue scientifique destinée aux historiens et n'a pas pour objectif premier de participer au débat public, contrairement aux histoires mondiales qui font l'objet de ce colloque. Cela signifie que, bien qu'il existe d'importants points communs, tels le projet de démystifier la nation et de comprendre le monde et la nation de manière plus connectée, ou encore la joie d'écrire l'histoire, comme à laquelle Patrick Boucheron fait référence dans son ouverture, les articles de la revue n'ont pas besoin de partir de ce qui pourrait être un point d'entrée utile pour interpeller un grand public. Pardon, c'était une très longue journée. Potentiellement sceptique, ni de se demander quel pourrait être ce grand public. Il en va bien sûr autrement avec les histoires mondiales. Et ici, j'ai aussi la version sur les Pays-Bas dans la tête. Elle vise à faire découvrir à un public spécifique, qu'il soit national, régional ou peut-être postcolonial, différentes perspectives sur ce que ce public croyait connaître. Ce faisant, elle propose une alternative très bienvenue aux récits d'origine nativiste et repliés sur eux-mêmes. Certaines de ces perspectives sont mondiales, d'autres transnationales et la plupart apportent une dimension internationale à des récits plus ou moins familiers. C'est une manière peut-être douce d'inviter un public à penser différemment, à opter des perspectives différentes et ainsi à commencer à raconter des récits polyphoniques. Compte tenu du format très réussi des courts chapitres, il est difficile de trop changer d'échelle dans un chapitre propre, autrement ça perd trop de profondeur. Étant donné l'importance d'un projet comme celui-ci dans le contexte actuel, ces histoires ne peuvent se permettre de perdre l'intérêt du lecteur en s'avérant soit sur un terrain trop inconnu et peut-être trop immédiatement inconfortable, soit en compliquer trop le récit.
la situation est bien différente dans un contexte purement académique. Cependant, cet ouvrage peut servir d'inspiration aux historiens lorsqu'ils rédigent leurs travaux plus savants et les amenant à réfléchir aux échelles. Je suis bien sûr ni la première ni la dernière à parler d'échelle. Juste après la disparition de Jacques Revel, je suis particulièrement consciente de son héritage. Permettez-moi donc d'expliquer tout d'abord comment j'en suis venue à m'intéresser à la question des échelles, puis comment j'ai vu cela se concrétiser dans Itinerario avant de réfléchir à la manière dont nous pourrions aller de l'avant, tant dans le domaine académique que dans celui de la vulgarisation scientifique. Je me suis intéressée à la question des échelles par le biais de mon intérêt, d'une part, pour l'européisme de l'entre-deux-guerres et d'autre part pour la décolonisation. Alors, pour commencer avec l'européisme, entre l'État-nation et la société internationale, de la Société des Nations par exemple, se situait ce niveau intermédiaire qu'est la région. Il existait clairement une communauté européenne imaginaire à la façon de Benedict Anderson. Il y avait des liens qui unissaient, mais ce n'était pas et ce n'est toujours pas un État-nation. L'Union européenne a habilement résolu ce casse-tête en se qualifiant d'entité sui generis. Mais cela élude clairement la question. Pourquoi certaines échelles sont-elles considérées comme naturelles et d'autres non? Et il y a une bonne raison pour laquelle de nombreux européistes de l'entre-deux-guerres, par exemple, se demandaient pourquoi l'Inde était une nation et l'Europe était une région. Alors, la question de l'Inde m'amène à mon autre point de départ, la décolonisation. Le discours habituel veut que nous soyons passés d'un monde d'empire à un monde d'État-nation et de la colonie à l'État-nation. Cependant, de nombreux travaux montrent que la réalité est bien plus complexe que cela. Premièrement, ce qui caractérise les empires, c'est une souveraineté à plusieurs niveaux, layered sovereignty en anglais. Deuxièmement, la décolonisation n'a pas suivi une trajectoire linéaire vers les États-nations, mais les fédérations, par exemple, ont constitué au minimum une étape intermédiaire significative, voire un point d'arrivée dans le cas des États fédéraux. Enfin, il existe nombreux de states in waiting, États en attente, je ne sais pas, qui restent non reconnus pour une multitude de raisons. Ce qui m'a le plus frappé en étudiant les acteurs opérant dans ces domaines de l'européanisme et de la décolonisation, c'est d'abord qu'il fallait adopter une perspective régionale, transnationale, transimpériale pour apprendre certaines de leurs activités. Le mouvement européen-néerlandais de l'entre-deux-guerres en est un bon exemple, car on a longtemps supposé qu'il n'avait pas existé. Le niveau d'analyse étant soit local, national, impérial ou mondial. Nous devons donc être attentifs à l'existence d'échelles analytiques dont nous n'avions peut-être pas anticipé l'existence. Et cela m'amène au deuxième point. La littérature consacrée au jeu d'échelles se concentre très largement sur les échelles analytiques. Cependant, dans le contexte d'une méthodologie historique qui combine les approches déductives et inductives, les échelles analytiques doivent être mises en dialogue avec les échelles de mobilisation des acteurs historiques. Et les acteurs historiques ont souvent leur propre jeu d'échelles. Lorsqu'une échelle ne répond pas à leurs objectifs et à leurs espoirs, ils passent à une autre échelle pour tenter d'atteindre leur but, d'être reconnus, de se constituer un bas de soutien, etc. Ce qui peut se situer au niveau local, mais aussi aux divers niveaux internationaux, régionaux, mondiaux.
Comme Jacques Revel l'avait démontré pour les échelles d'analyse, il n'y a pas nécessairement d'hierarchie pour les échelles de mobilisation non plus. Tout dépend du type d'activité ou de mobilisation. Et c'est en les mettant en dialogue que l'on en tire les plus grands bénéfices analytiques. Cela m'amène à mon troisième point, qui concerne spécifiquement les régions supranationales. Bien que les espaces régionaux existent depuis longtemps, ils sont encore perçus comme des entités moins naturelles que, par exemple, les nations, les localités ou le niveau mondial. Il est toutefois utile de réfléchir aux échelles de mobilisation et les reliant également à des conjonctures spécifiques. Les idées relatives aux régions supranationales prennent tout leur sens, notamment lors de moments de contestation systémique, lorsque les entités supposées plus naturelles sont remises en cause. Ainsi, dans le cas de la décolonisation, on constate que les régions ou les fédérations ont été utilisées à leur propre fin, tant par les acteurs métropolitains hégémoniques que par les acteurs postcoloniaux révisionnistes. Ce jeu d'échelle, tant chez les historiens que chez les acteurs historiques, est également ce que j'ai pu constater en parcourant les dernières années d'itinérario. La sous-titre de la revue est « Revue d'interaction impériale et globale ». Ce qui ressort le plus des articles et des numéros spéciaux, comme le suggère ce sous-titre, ce sont les interactions qui se produisent à travers les sphères géographiques. De l'esclavage au début de l'époque moderne, au tourisme colonial, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. En ce qui concerne les termes et les sous-domaines abordés dans l'ensemble des revues d'histoire globale, c'est la diversité qui frappe le plus et qui montre à quel point le domaine de l'histoire globale a atteint sa maturité, comme l'a montré Stéphanie Gänger il y a quelques mois. Donc, dans le contexte de l'histoire de Journal of Global History. Si je devais caractériser ce domaine, et si je prends Itinérario comme représentatif de celui-ci, ce qui unit les articles de ces dernières années, ce sont les interactions impériales et mondiales qu'ils examinent, de l'époque moderne à nos jours, mettant en dialogue différentes échelles de mobilisation et d'analyse. Certains articles abordent explicitement les échelles de mobilisation, mais cela reste souvent implicite. Et je pense qu'à des fins historiographiques, je dirais que nous devrions essayer d'être plus explicites à ce sujet. Il existe clairement une partie prise anglo-saxon dans l'histoire mondiale, qui trouve son origine dans la prédominance de l'anglais en tant que lingua franca, ce qui rend l'histoire mondiale, ainsi que les histoires transnationales et transimpériales, ou encore les histoires croisées potentiellement si importants, c'est qu'elles mettent en dialogue des perspectives, des contextes et des langues différents. Le recours à des sources et à des historiographies, surtout les historiographies, dans diverses langues peut être compris comme une continuation des jeux d'échelle, car leur portée et les mondes qu'elles créent et dans lesquels elles circulent nous obligent à changer de perspective. Il existe un autre biais occidental lié au financement et aux privilèges du passeport, qui peut voyager pour mener des recherches au-delà de son État-nation. Ici, l'État-nation riposte avec vengeance contre l'aspirant historien mondial muni d'un passeport provenant, par exemple, du Global South. Troisièmement, une autre pression pèse sur l'histoire mondiale.
Si l'on revient à la question de savoir pourquoi il est si important d'écrire l'histoire mondiale des nations ainsi que des régions et des localités, tant en termes d'histoire publique ou peut-être même de devoir civique, que pour la discipline elle-même, c'est parce que les régimes autoritaires financent moins de l'histoire, de recherche en histoire, moins d'éducation en histoire, et encore moins l'histoire mondiale. De plus, sous un régime autoritaire, les historiens décidants doivent parfois donner la priorité à d'autres axes de recherche, des axes aux enjeux plus immédiats et plus pressants, comme l'a fait valoir notre collègue Ali Raza lors d'une table ronde sur les inégalités dans l'histoire mondiale publiée par la revue Monde et Itinérario. Pour trouver des moyens de faire face à ces pressions, il est impératif, je crois, de mettre en place des collaborations mondiales et à divers niveaux. De plus, il existe peut-être un troisième jeu d'échelle dont nous devons tenir compte. Si nous pratiquons nous-mêmes le jeu d'échelle en tant qu'historien qui analyse, et si nous le repérons chez les acteurs historiques que nous étudions, nous devons sans doute aussi reconnaître explicitement que nous sommes, nous aussi, des acteurs historiques à part entière. Il conviendrait dès lors d'assumer ouvertement que nous opérons à différentes échelles. Lorsque nous invitons à amener des publics nationaux, régionaux ou locaux à inscrire leurs histoires familières dans une perspective plus globale, lorsque nous tissons des communautés de chercheurs à travers le monde, et dans toutes nos entreprises qui s'articulent entre ces deux pôles. Merci. Merci beaucoup, chère Anne-Isabelle, pour avoir si brillamment rassemblé toutes les réflexions qui furent les nôtres cet après-midi sur les échelles, bien évidemment, mais comme on l'a compris, pas seulement d'espace, mais aussi de temps, au fond, l'ensemble de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a discuté aujourd'hui concerne la capacité à saisir pour chaque moment ce qui fait monde. Et c'est pas toujours, nous ne raisonnions pas avec l'histoire mondiale de la France, j'allais dire à France constante, c'était pas toujours la même France pour toujours les mêmes mondes, et c'est ce qu'on a vu varier comme échelle pour toutes les nations et avec cette gamme qu'on a déclinée sur les régions, les empires, la colonie et les confédérations. Nous avons quand même le temps, une dizaine de minutes. Normalement, les keynotes ne sont pas discutées et nous avons eu une grande et belle journée. Mais peut-être s'il y a des remarques, des questions dans le public ou parmi les coordinateurs, je voudrais remercier aussi Florian Mazel, Pierre Singaravelou et Nicolas Delalande pour leur contribution aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Ce fut une longue et belle journée. Grâce à vous toutes et tous. Et nous nous retrouvons donc demain, ici même, à 9h30. Bonne soirée.